Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Vous êtes nombreux à l'avoir fait et je vais donc vous présenter rapidement en fait ce qui a motivé à la fois ce webinaire et l'échange qu'on vous propose aujourd'hui et qui est de faire un retour un peu spécifique sur une note qui était une note dédiée à la prévention santé en entreprise et que nous avions présentée, si ma mémoire est bonne, le 27 novembre dernier. Et à l'intérieur de laquelle on avait où il y avait quelques recommandations, dont une qui motive en fait aujourd'hui cette réunion et qui était d'envisager la prévention santé comme une nouvelle compétence. Peut-être pour faire à la fois circonstancié mais sans faire trop long, je vous propose de revenir sur l'écran que j'imagine vous avez. Est-ce que vous voyez mon écran ? Allô ? Oui, on le voit. C'est bon ? Très bien. Oui. Donc, un bref rappel de ce qui figurait dans cette note, qui est plutôt un rappel un peu contextuel et qui a conduit finalement à envisager la prévention santé comme une compétence. En fait, le constat qui avait été dressé à l'époque, et d'ailleurs, on a deux contributeurs rédacteurs de cette note parmi nous, qui sont donc Hervé et Barbara, et Thierry Teboul, lui, aura une autre fonction, on y reviendra dans quelques instants, si ce n'est déjà fait. Et à l'époque, on avait poser trois constats qui étaient trois constats assez simples, mais qui étaient assez clés dans la réflexion qui avait été la nôtre. La première, c'était de dire qu'aujourd'hui, on était dans une dynamique de prévention santé publique qui était, pour le dire court et un peu trivialement, un peu en panne, en tout cas au moins en termes de financement, puisque la France investissait dans la prévention environ 2 fois moins que des voisins comme par exemple la Suède, puisque c'est 3% de son budget santé, c'est 6-7% pour la Suède ou l'Italie. Que dans ce contexte-là, l'entreprise était vraisemblablement un levier sous-exploité, c'était d'autant plus ennuyeux qu'aujourd'hui, on a un marché du travail et un marché d'actifs qui est de l'ordre de 25 millions de personnes, c'est-à-dire que c'est tout à fait considérable, on a donc un vrai marché captif, et que par ailleurs, pour l'entreprise, l'idée même de faire de la prévention dans le domaine de la santé était un impératif qui était de moins en moins contournable pour des raisons qui touchent à l'accroissement des arrêts de travail et par ailleurs à des absences qui peuvent être des absences répétées et une épidémiologie et une incidence des maladies qui est de plus en plus importante. Et fort de ces trois constats, on avait juste, et ça nous ramène petit à petit dans le champ qui nous intéresse, on avait identifié une forme d'écologie, une nouvelle écologie des risques dans le collectif de travail. Il y avait des risques qui étaient des risques écosystémiques au sein du collectif de travail, puisque aujourd'hui, ce collectif, et on peut le mesurer d'ailleurs à travers les différents outils qu'on a pu mettre en place, tels que la calculette des vulnérabilités, et bien aujourd'hui, il est traversé par des situations de vulnérabilité de plus en plus nombreuses et très souvent à caractère cumulatif en termes de maladies chroniques, en termes par ailleurs de situations de handicap, de situations éventuellement d'aide familiale, donc des situations qui peuvent, à un moment donné, venir handicaper un collectif de travail. Il y a une responsabilité élargie du fait de la porosité de plus en plus grande entre la vie pro et la vie perso, c'est-à-dire que ce qui se joue à l'extérieur se joue aussi à l'intérieur et inversement. Et par ailleurs, cette nouvelle écologie des risques, elle est aussi extrêmement tendue vers un objectif qui peut être un objectif de ROI, puisque plusieurs études suggèrent que faire de la prévention dans le domaine de l'entreprise, la prévention santé dans le domaine de l'entreprise, génère des gains importants qui peuvent parfois être de l'ordre d'un effet multiplicateur pour 1 euro investi, de l'ordre de 2 à 3, donc ce qui veut dire que pour 1 euro investi, on peut espérer un gain de l'ordre de 3 euros. Il y a plusieurs études qui semblent pointer ça, mais que
paradoxalement, cette situation-là, elle se heurte à deux grands types de freins. Il y a tous les freins organisationnels, c'est-à-dire on a des silos en termes de fonctionnement et des investissements qui sont des investissements réduits. Et puis par ailleurs, au-delà des freins organisationnels, il y a des freins culturels, puisqu'on est quand même dans une logique, même de la part des collaborateurs et plus largement de l'action publique, dans lequel c'est plutôt le curatif qui domine et le préventif ayant très souvent du mal à faire sa place. Et finalement, on a beaucoup de mal à pousser les collaborateurs et les citoyens à passer à l'action. Ce qui nous a amené à essayer de réfléchir à 5 clés d'amélioration pour accompagner les trajectoires professionnelles. Je les balaye très vite. La première, et sur laquelle je vais revenir, qui est de reconnaître la prévention comme une compétence stratégique et qui a fait l'objet d'une recommandation. Par ailleurs, si c'est une compétence et si c'est un effet utile, c'est de pouvoir en objectiver les impacts, piloter des données. C'est par ailleurs de mettre en place des mécanismes de reconnaissance qui vont permettre d'encourager des initiatives dans le domaine de la prévention, d'anticiper et de coordonner, notamment à travers des cartographies, des revues semestrielles, la situation de santé du collectif de travail et enfin d'être en capacité de pouvoir sécuriser les financements. Et sur cette clé d'amélioration qui est de reconnaître la prévention comme une compétence stratégique, ça a fait l'objet de la recommandation 2 que vous retrouverez dans la note, qui est de pouvoir faire de la prévention santé une compétence professionnelle et un levier d'employabilité, puisqu'elle va être à même d'accompagner des parcours de longue durée, puisqu'il y a fort peu de chances pour qu'un collaborateur qui entre aujourd'hui dans une entreprise ait un parcours professionnel de 40, 42 ans, ça va dépendre un peu de la future retraite, la future réforme des retraites, il y a fort peu de chances pour qu'il ne soit pas concerné à un moment ou à un autre par un épisode de santé. Donc, on est vraiment dans une logique d'accompagnement, ce qui supposait d'ailleurs de faire 3 choses qu'on va pouvoir discuter dès à présent. Le premier, c'est d'intégrer la prévention santé au référentiel de compétences, au plan de développement des compétences et valoriser dans l'évaluation la progression professionnelle à travers des entretiens, pourquoi pas des primes, pourquoi pas même en faire un outil d'avancement. C'est discutable, mais en tout cas, c'est fait pour être discuté. Mais si on l'intègre au référentiel de compétences, c'est d'en faire l'objet de formations éligibles au CPF qui pourraient, dans le domaine plus spécifique de la prévention santé, prendre la forme d'un véritable compte personnel de santé, un CPS, et puis aussi, puisque c'est désormais un outil traversant, d'en faire un axe de négociation collective qui puisse faire partie du dialogue social et devienne un critère d'employabilité durable, au même titre que des savoir-faire techniques ou numériques dans une optique extrêmement large. Et elle faisait effectivement écho, je la cite juste pour mémoire, c'était mettre en place cette recommandation, c'était aussi derrière pouvoir ouvrir la porte à la recommandation 3 que vous retrouverez qui permettait d'outiller les entreprises pour piloter un sujet plus vaste et plus large qui est celle des vulnérabilités. Voilà, j'ai essayé rapidement de rattraper et mon erreur et mon retard pour en arriver peut-être au cœur du sujet que j'ai essayé de planter là, j'espère le plus clairement possible, à travers un débat qu'on espère le plus riche possible, puisque sont autour de la table virtuelle, ils ont peut-être déjà été présentés, mais je le refais, Barbara Griselge, qui est directrice des relations humaines et de l'engagement à la Croix-Rouge française, Hervé Coudurier, qui est responsable, et non pas responsable, qualité de vie au travail de France Travail et Thierry Teboul qui est directeur général de l'AFDAS. Merci à eux et donc moi pour ma part je vous dis merci et bonjour puisque je n'avais pas eu cette occasion jusque-là. Peut-être juste pour démarrer cet échange, et on va commencer, on va être galant ce soir. Barbara, on va démarrer par vous. Peut-être comment vous trouvez cette idée qui est c'est quoi votre sentiment par rapport à cette mesure-là qui consiste à dire on va faire de la prévention santé une forme de compétence, voilà. C'est quoi votre premier sentiment par rapport à ça? Alors, je sais que vous y avez contribué, mais ce qui serait intéressant, c'est oui. Avec le recul, avec 6 mois de recul. Avec le recul, deux choses. Un grand oui, et puis après une question. Voilà. Oui, peut-être sur le grand oui. Et donc, ce que j'apporte là, c'est un regard très pratico-pratique. Hein. C'est celui d'une expérience qui, à ce stade, est d'ailleurs plutôt à un niveau d'expérimentation.
comment faire de la dans notre alors peut-être juste se dire voilà, à la Croix-Rouge française, on est 18 000 salariés et 82 000 bénévoles, donc on est sur un périmètre de plus de 100 000 volontaires, hein. Donc les questions qu'on pose sur la question de la prévention des risques, de l'accompagnement de nos collaborateurs, la qualité de vie dans son activité et donc la santé, elle couvre tout le champ. Pourquoi? Parce que nos volontaires, ils interviennent au sein de 650 établissements du social et du médico-social auprès de populations qui sont dans une grande pauvreté. Bref, c'est des situations de souffrance et de grande vulnérabilité, donc ils se font eux-mêmes très exposés. Et d'abord dire notre cap, vraiment notre priorité, le cap de la DRHE, on l'appelle comme ça, et c'est porté dans toute la boutique DRHE qui couvre donc aussi la partie engagement, vous l'avez compris, des bénévoles, c'est de développer un cadre d'engagement qui soit à la fois protecteur et motivant. Donc dans la protection, il y a évidemment la question des conditions d'agir ensemble et aussi la question de la santé. Donc en fait, c'est une priorité, mais c'est aussi une nécessité. Aujourd'hui, on a déjà plein de compétences en prévention des risques et en santé. On a des enquêteurs, on a des personnes qui sont spécialisées autour des risques psychosociaux, on a des médiateurs, donc des spécialistes aussi du dialogue. Voilà, tout ça on l'a, mais on est plutôt dans du curatif et l'idée de faire une compétence qui soit intégrée au niveau de la proximité du terrain, elle est venue parce qu'on s'est dit, en fait, nous, on ne peut pas tout gérer dans ce qui se passe, vous l'avez rappelé dans l'introduction, la hausse de l'absentéisme, évidemment, que l'on subit également, la hausse aussi des accidents de travail. On ne peut pas tout gérer à notre niveau, donc on a besoin de démultiplier la compétence. Et c'est vraiment partie de cette notion-là, la démultiplier au plus près du terrain, parce que c'est là aussi qu'en fait, beaucoup de choses se jouent dans la relation, et quasiment la relation quotidienne. Donc en ça, j'ai vraiment la conviction que oui, faire de la prévention de compétences, c'est une condition nécessaire. Voilà, on souhaite aussi la décrire dans un référentiel, et c'est là que c'est pas si simple. On a aussi évidemment nos partenaires sociaux, hein, mais le but, c'est de mobiliser un maximum de personnes, en fait, sur un certain nombre de compétences. Et c'est là que vous m'avez demandé ma réaction spontanée, que c'est pas si simple parce que finalement, comment on la décrit, cette compétence-là, sur quelque chose qui est aussi large. Voilà, donc, mais on est en train de bosser ce référentiel avec les équipes pour pouvoir ensuite vraiment avoir une animation. Et encore une fois, notre enjeu, c'est de démultiplier la compétence de prévention au niveau de l'ensemble de notre association, en lien évidemment avec nos partenaires sociaux. Très bien, merci. Ce que vous dites, c'est une idée qui fait une tendance théoriquement et même en termes de contingence qui est essentielle, et en même temps, et on va le voir un peu après, il y a quelques difficultés quant à la mise en œuvre. Peut-être Hervé, si on poursuit du côté de France Travail, et toujours pareil avec le recul. L'enjeu, c'est vrai que quand on a commencé à travailler au sein du groupe sur la réflexion, très vite on s'était mis d'accord sur la notion d'enjeu. Qui repose sur la notion de prévention. Alors, je vais parler pour ce que je connais de l'établissement France Travail, qui est un établissement, vous le savez, un peu atypique. C'est un établissement public, mais de droit privé, de 55 000 personnes, essentiellement de droit privé. On a encore 3 000 agents de droit public qui sont issus de l'ancien établissement ANPE, avant la création de Pôle emploi en 2009. Et il y a quand même des éléments un peu structurels, en fait, qui font de la prévention santé un vrai enjeu pour France Travail. Alors, pourquoi je dis structurel? Parce qu'à France Travail, on est un métier de conseil et donc un métier de contact avec le public. Je l'ai dit, 55 000 agents. Si on met à part les 6 000 managers et les 6 000 agents de fonction support, le gros des troupes de France Travail, ce sont des conseillers qui sont au front office avec les demandeurs d'emploi et les entreprises. Aujourd'hui, on sait aussi que l'évolution des politiques publiques de l'emploi, elles impactent fortement les conditions de travail et donc la santé et la sécurité en fait des agents de France Travail qui sont confrontés notamment avec de plus en plus de vulnérabilité des publics. Donc ça, c'est un des effets, un des éléments, on va dire, structurels pour lequel la prévention santé est un vrai enjeu pour nous.
Et puis, en autre élément structurel, on est aussi un établissement un peu atypique. Je ne parlerai pas au nom de toutes les entreprises, mais à France Travail, on a un vieillissement de la population, des agents. La moyenne d'âge à France Travail, c'est entre 47 et 49 ans en fonction du statut public et privé, avec une augmentation des problématiques de santé, notamment liées à l'âge. Et je fais du coup un lien aussi avec le handicap. Parce qu'aujourd'hui, même si à France Travail, on essaye de recruter 6% de personnes en situation de handicap, on vient de déclarer un taux d'emploi handicap à près de 15% cette année. Donc effectivement, il y a des problématiques liées à la santé, au vieillissement, les TMS, les problématiques d'audition notamment. On a de l'absentéisme, hein, Barbara disait, on n'échappe pas non plus à l'absentéisme. On est, même si l'absentéisme à France Travail est assez stable là, depuis 2 ans, on sait que c'est un fort impact en termes notamment de charges sur les agents qui, eux, sont présents et qui sont dans le cœur de métier de France Travail, à savoir le conseil auprès des demandeurs d'emploi et des entreprises. En plus, on est un établissement avec peu de turnover à France Travail. Alors, sauf les générations un peu plus récentes, quand on rentre à France Travail, on y reste et on y fait carrière. Globalement, on est à peu près de moyenne, je crois, entre 18 et 20 ans d'ancienneté à France Travail. Donc, il y a très peu de turnover, d'où l'intérêt pour nous, bien évidemment, au-delà de l'obligation légale, hein, je le précise, de garantir la santé et la sécurité, de maintenir nos agents effectivement en bonne santé. Et puis, il y a aussi des effets conjoncturels. On le sait, hein, avec l'émergence de toutes les vulnérabilités, il y a un essor des situations d'aidance en France et bien évidemment en France Travail on n'y échappe pas. En plus on a un établissement très féminin parce que c'est 76% de femmes. Je crois que c'est plus de 80% de femmes chez les conseillers qui sont quand même le plus gros des troupes et on sait aujourd'hui que ce sont les femmes qui sont en front office dans les situations d'aisance, hein, qui sont majoritaires dans les aidants familiaux. Et puis un impact aussi de l'organisation du travail. En effet un peu conjoncturel parce qu'on a ouvert le télétravail assez largement, y compris avant le Covid, mais aussi post-Covid. Aujourd'hui, on est en moyenne à 2 jours de télétravail. Et on avait fait une étude très intéressante juste à la sortie du Covid, je crois que c'était en 2021, avec un chercheur pour mesurer effectivement l'impact sur la santé du travail hybride. Et notamment, alors je vous passe tous les détails de l'étude, mais pour nous, en fait, ce que j'en retiens, c'est qu'il nous avait alerté sur le fait qu'il y avait une corrélation très vive entre le manque d'interaction sociale avec les collègues et l'augmentation des indicateurs santé, en tout cas des indicateurs santé qui étaient effectivement en régression. Moins on a de contact avec ses collègues et plus les indicateurs santé étaient un peu dans le rouge au sein de France Travail. Donc effectivement, on a un vrai enjeu à France Travail, au-delà du curatif, hein, parce que comme toutes les entreprises, on a beaucoup commencé à faire du curatif, aujourd'hui à travailler un peu plus sur le préventif. C'est quelque chose qu'on essaye de faire notamment avec les organisations syndicales. On a un dialogue social assez riche et soutenu à France Travail. Et du coup, il faut qu'on embarque aussi les partenaires sociaux, que ce soit dans la notion de prévention, mais au-delà, dans la notion aussi d'intégration d'éventuelles compétences santé, effectivement, dans le référentiel des compétences de France Travail. Et puis, j'oublie pas aussi de dire France Travail, on est opérateur public, on est employeur, mais aussi opérateur, bien évidemment, et qu'il y a un espèce de devoir d'exemplarité, je dirais, à montrer, parce qu'on accompagne au quotidien des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises. Et si on veut porter aussi le message auprès des entreprises de l'importance de la prévention santé, il faut que nos propres conseillers soient convaincus, effectivement, du sujet. Très bien, merci beaucoup. Et effectivement, c'est un autre point de vue que celui de Barbara, où là, Barbara, vous, la prévention, la santé, c'est déjà naturellement inscrit dans les gènes de l'activité, donc c'est un petit peu différent. Là, on est vraiment plus sur une entreprise qui est une entreprise qui n'a rien à voir avec la santé. Enfin, c'est Hervé, il me semble, c'est pas. Et alors pour terminer ce premier tour d'horizon, peut-être Thierry Teboul, là je parle en tremblant parce que vous êtes sans doute le spécialiste des compétences à travers votre position et le transfert des compétences à travers les positions. Comment vous envisagez cette question, enfin en tout cas cette idée de faire de la prévention une véritable compétence dans l'entreprise? Voilà, quel regard est-ce que vous avez sur le sujet?
D'abord, je pense que la question de la compétence et de la vulnérabilité, elle ne s'invite pas par hasard dans le débat public aujourd'hui. Et du coup, ça devient à la fois un sujet et en même temps une opportunité pour la traiter dans un cadre professionnel. Je pense que tout ça, alors je parle d'un poste d'observation d'à peu près 125 000 entreprises et 1 million de salariés, dans des secteurs qui sont assez exposés finalement aux vulnérabilités, comme par exemple le champ de la culture ou le champ du sport. Il ne nous aura pas échappé par exemple qu'on parle beaucoup de la santé mentale de ces professionnels-là. Et on n'en parlait pas forcément avant, et c'est pour ça que je dis que le sujet s'invite autour de la table tout récemment. Avant, je dirais que c'était plutôt un impensé qui s'enfouissait derrière la question des métiers passion. Il y avait la question des métiers à mission, presque, si je prends la Croix-Rouge. Là, sur les métiers passion, finalement, la passion emportait tout et il n'y avait pas à s'intéresser particulièrement à la question des vulnérabilités. 3 éléments majeurs viennent sans doute perturber cette impensée. Un, sans doute une nouvelle demande sociale en la matière, qui fait qu'aujourd'hui, je parlais de la santé mentale, il y a une demande de traitement différencié de la question de la standardisation de la performance dans l'entreprise et donc qui oblige à réfléchir à des choses différenciées entre les personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit poindre, y compris dans la mise en scène de nos secteurs, que ce soit dans le sport. Vous avez vu tout ce qui a pu être fait autour des Jeux paralympiques, mais que ce soit dans la culture aussi, si on prend par exemple le succès probablement improbable statistiquement d'un petit truc en plus, on sent bien que ces sujets sont pris, y compris en tant qu'objet de création. Le deuxième sujet, c'est le sujet qui renvoie au cadre de travail. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle intransigeance sur le cadre de travail et sur le fait de ne pas être considéré et comme on est et dans ses différences. Et ça, on a été amené à travailler sur ces sujets dans le cadre notamment des problématiques que rencontre la culture en matière de management et de se dire que finalement, l'exposition à des risques psychosociaux, elle renvoie à un rapport au travail qui posait question, comme si travailler dans le champ de la culture n'était pas tout à fait travailler. Mais dès qu'on remet un cadre de travail, en fait, s'invite la question aussi de qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas, quelles sont les relations de travail individuelles et collectives qu'on est capable de manager. Et encore une fois, je parle vraiment du management global de l'entreprise. Et puis la dernière chose qui me semble pas tout à fait anodine, c'est une meilleure connaissance des vulnérabilités aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, je disais, il y avait un hebdomadaire qui titrait sur les neuroatypiques la semaine dernière, je crois. Et finalement, ça m'a intéressé parce que je savais que j'allais intervenir aujourd'hui. Finalement, on y parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations de travail et finalement de comment on travaille avec des neuroatypiques. Et finalement, ce que ça fait apparaître, c'est des vulnérabilités et le fait que si on ne connaît pas, et si on ne connaît pas mieux avec qui on travaille et finalement quelles sont ces vulnérabilités, ben, on a beaucoup de mal je dirais, à porter une appréciation sur le management. Du coup, ben, ça devient un sujet à la fois médiatique au sens médiatisé par tout ce que je viens de dire et à la fois un sujet de formation. Et aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à voir comment on intègre dans les référentiels de compétences ces notions de vulnérabilité. C'est pas facile parce qu'on parle à la fois de compétences individuelles et on parle à la fois de compétences collectives. Oui. J'ai la faiblesse de croire que la somme des compétences individuelles ne fait pas la compétence collective. Peut-être que c'est une déformation qui vient du sport, mais en fait, non. L'intelligence collective, elle n'est pas la somme des intelligences individuelles de chacun dans l'entreprise. Et donc, ça suppose quand même que si cette réflexion ait lieu, elle ait lieu au sommet de l'entreprise et elle ait lieu avec un dialogue qui s'instaure entre les personnes concernées et les personnes qui dirigent. Parce que, de mon point de vue, on ne traitera pas cette question autrement
que, je crois que vous évoquiez dans votre note la question du plan de développement des compétences, elle ne se traitera pas autrement qu'avec un consentement mutuel entre celui qui prescrit la formation et celui qui doit la suivre. Mmh. Très bien. Donc c'est une mesure qui est une mesure. Là on mesure le fait qu'elle est à la fois intéressante, que c'est sans doute une mesure du moment, et que néanmoins il y a un certain nombre de freins qui se dégagent. Peut-être qu'est-ce qui aujourd'hui, on peut on peut continuer, Thierry. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous semble un facteur ou des facteurs qui peuvent limiter le fait qu'elle devienne effectivement une compétence qui soit une compétence reconnue, limitée ou bloquant? Qu'est-ce qui fait que dans les organisations aujourd'hui, on va avoir un peu de difficulté si demain on veut la mettre en œuvre de façon concrète? D'abord la valorisation de ce qu'elle peut apporter à l'entreprise. Vous le disiez en introduction, il y a un sujet de ROI qui est très important. À l'heure où on se parle, on est à l'âge de pierre sur le sujet. On a beau produire des études du type 1 euro égale 3 euros, ça reste quand même assez abstrait pour un ensemble de dirigeants. Et pour avoir travaillé sur d'autres sujets un peu connexes comme le travail reconstructeur, aujourd'hui, le droit du travail, par exemple, est un frein dans la mesure où il considère que vous êtes valide ou pas valide. Et la question de comment on arrive à dire que le travail peut être aussi un sujet constructeur et pas seulement destructeur, si j'en prends les critiques de certains, ça nous obligerait à penser qu'on peut réfléchir à comment le travail vient réparer certaines vulnérabilités, voire peut-être même parfois les réguler dans l'entreprise. Donc il y a un rapport presque au code du travail et à la façon de fonctionner qui pose question. Le deuxième sujet, c'est que ça pose la question de l'offre de formation. Barbara disait tout à l'heure, la difficulté, c'est de construire un référentiel de compétences. Oui, c'est sûr que si on n'a pas le référentiel de compétences, on n'aura pas le référentiel de formation et on n'aura pas le référentiel non plus de certification de ce que c'est que la compétence qu'on vise. Et donc, je crois que ça, ce sont deux freins majeurs qui obligent à mettre des experts autour de la table sur ce que c'est que le référentiel de compétences. Ça suppose une dernière chose, c'est qu'on se dise à qui on l'adresse aussi ce référentiel. Est-ce qu'on l'adresse aux gens qui ont vocation à organiser le travail ou est-ce qu'on l'adresse à ceux qui sont vulnérables? Ce n'est pas tout à fait la même démarche. À mon avis, c'est un peu aux deux. Et c'est pour ça que dans votre note tout à l'heure apparaissaient deux choses. Le plan de développement des compétences qui a plutôt à voir avec ceux qui organisent la formation. Et puis, vous évoquiez le compte personnel de formation. Aussi, cette liberté de pouvoir se former aussi sur le sujet, parce que évidemment, ça suppose quand même un travail réflexif de la personne vulnérable sur comment elle va consentir elle-même à être managée et à s'inscrire dans un cadre de travail rénové. Très bien, donc qui sont des freins plutôt importants et qui pourraient éventuellement faire l'objet d'expérimentation, en fait. Oui, et je pense que nous aurions intérêt. Je suis très attentif au phénomène d'institutionnalisation, c'est-à-dire que, par exemple, pour avoir traité très récemment le sujet des violences sexuelles dans le champ du cinéma, vous avez vu que ça a été médiatisé, etc., et in fine, la question qui se posait, c'était comment on invite les personnes à se former là-dessus, en sachant que très généralement, elles sont dans une espèce de déni de l'importance du sujet. Non, mais ça, c'est l'affaire de quelques-uns. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun film qui peut se tourner avec l'aide du Centre national du cinéma si la formation n'a pas été faite avant. Donc, je crois qu'il y a des sujets d'institutionnalisation qui passent quand même par une codification, y compris celle de la certification, et qui probablement viendrait nourrir beaucoup de référentiels de formation déjà existants. Et je crois que si on veut en faire une compétence socle, je déteste le mot de soft skills, parce que pour moi, on est dans la hard skills, en l'occurrence là. C'est-à-dire que c'est très important de savoir manager ça. Avant de diriger Alda, j'ai dirigé un réseau d'écoles de commerce. Je fais très vite. Il y avait un chercheur qu'on avait fait venir à l'académie, à l'université d'été des formateurs de cette école. Et puis les formateurs se plaignaient tous de l'hétérogénéité des publics.
Et lui, il a répondu simplement en disant, mais en fait, s'il n'y avait pas d'hétérogénéité du public, il n'y aurait pas de formateurs. Et en fait, c'est bien la différence entre nous qui exige le fait que nous ayons à tenir une réflexion sur une approche différenciée et une prise en compte de ces vulnérabilités. Très bien, merci. Merci beaucoup. Peut-être, Barbara, à la fois peut-être une réaction à ce qui a été dit, puis les difficultés aujourd'hui que vous voyez, puisque là, vous êtes engagé concrètement. Oui, on s'engage. Mon vrai sujet, c'est quoi la compétence santé? Je le dis, c'est la santé, mais c'est colossal. Cette question-là, elle est colossale. Et j'aime bien, Thierry, la façon dont vous dites finalement, on le prend par un sujet et on commence. Voilà, on va commencer sur les violences sexistes et sexuelles. Bon, c'est la santé, oui. Nous, on est sur ce qu'on appelle les situations sensibles. On a mis en place, par exemple, un réseau Calling Care, qui est un réseau de pairs et danse, avec l'appui de notre OPCO. Mais en réalité, je veux dire, on va, ça va mettre un temps très long. C'est une question de culture, hein, donc comme toute question de culture, c'est long, mais c'est aussi une question de connaissance. Donc ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas décrire finalement c'est quoi exactement la compétence en santé. Donc dans le référentiel, on va plutôt noter des choses dont on nous semble qu'on a besoin. Voilà, il nous faut mieux accompagner les conflits en amont. Il faut, voilà, par exemple, et on va lister toute une série il faut savoir faire une enquête si à un moment donné on a un problème. Il faut peut-être savoir orienter aussi vers des dispositifs externes. Donc, on va plutôt lister une série de besoins que l'on a. Et puis identifier en face des personnes qui pourraient potentiellement prendre cette fonction-là, puis après on la valorisera. Mais c'est vraiment colossal, enfin, je veux dire, donc qu'est-ce que c'est la compétence en santé? C'est quand même, je trouve ça large. Et le deuxième point, c'est une autre question, les deux sont certainement liés. Quel est le rôle à un moment donné de l'entreprise et où est-ce que ça s'arrête? Et je pense que cette question-là, elle est aussi quand même très importante à poser parce que voilà, j'ai la conviction que c'est aussi par la responsabilité que chacun prend de sa vie. Et j'ai évidemment des convictions d'entraide, de solidarité, d'humanité. Hein, voilà, c'est la Croix-Rouge, mais aussi pour que ce soit durable pour tout le système de responsabilité. Et donc, comment à la fois on travaille sur une compétence prévention santé au sein de l'entreprise et en même temps, jusqu'où on va et comment on met quand même la personne actrice au cœur quoi, de son truc. Parce que sinon, pour moi, ce sera pas, voilà, ce sera pas durable. Ça, c'est vraiment les points principaux. Puis j'ai un troisième sujet, mais là, il est moins centré sur la Croix-Rouge. C'est aussi de se dire comment on explique après les écarts entre les petites structures et les grosses structures qui ont peut-être plus de moyens de faire. Alors, toutes les grosses structures n'ont pas les moyens de faire. Mais voilà, comment on gère aussi ces écarts-là entre les salariés en France qui sont dans des petites entreprises qui peinent à faire des documents uniques d'évaluation des risques professionnels et qui vont être bien tenus maintenant de les faire parce qu'on passe sur du financier. Et ça, c'est très bien. Hein, la question de l'institutionnalisation, c'est vrai qu'elle est aussi importante, mais voilà. Oui, Sur les freins et les questions, c'est plus des questions, quoi. Voilà, parce qu'en fait, la troisième question me semble finalement assez universelle à d'autres sujets. Je pense que la question des inégalités, mais en fait, elle témoigne de cette question des inégalités. Oui. Mais c'est une question qui était intéressante. Alors, on se souvient bien, on s'était d'une certaine façon un peu gardé de trancher quant à la question du périmètre de ce qu'était la compétence santé, puisqu'il y avait prévention primaire, secondaire, tertiaire, donc on avait vu assez large. Et avec Thierry, vous avez parfaitement raison, sans doute davantage de finesse à amener. Et bien sûr, la question du périmètre de est-ce que finalement c'est du rôle de l'entreprise ou pas. Mais si demain elle joue un rôle de bras armé de l'État, si j'ose dire, hein, dans le domaine de la prévention, il peut y avoir un caractère plus incitatif. Voilà, je pense que d'une certaine façon, le périmètre pourrait être davantage défini. Alors, j'en profite et ensuite, Hervé, je vous passe la parole, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que je ne vous l'ai pas dit, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des réactions, vous n'hésitez pas, vous nous en faites part dans le chat. Hervé. Oui, enfin,
je plus sois sur ce qui a été dit par Thierry et Barbara. La question que je me pose aussi, c'est que bien évidemment, si c'est un enjeu pour l'entreprise, elle a un rôle à jouer. Donc le jusqu'où, etc., la question peut se poser. Mais je pense que pour embarquer aussi les salariés à s'engager sur la notion de prévention santé et développement de compétences, je pense qu'il faut qu'on sache aussi rassurer les agents pour aller sur le champ de la santé et savoir leur communiquer. Parce que culturellement, moi je me souviens de séances un peu costauds avec les organisations syndicales sur une négociation d'accord QVT où j'avais abordé la notion santé et de ce que France Travail pouvait mettre à disposition des agents. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Enfin, au-delà de dire c'est votre responsabilité employeur de garantir la sécurité et la santé, tout ce qui concernait la santé, il fallait pas y aller. Bon, on a un peu bougé depuis à France Travail avec les organisations syndicales sur ce champ-là, mais je pense qu'il y a un vrai besoin de rassurer les agents aussi sur la notion de santé et des données santé. Alors c'est vrai que le RGPD depuis quelques années nous aide quand même pas mal. Cette sécurisation fait qu'effectivement voilà, les choses se mettent en place et les agents sont assez rassurés sur le champ du RGPD, de la donnée santé. Et puis je pense qu'il faut qu'on sache aussi communiquer auprès des agents sur les actions de santé. Enfin, c'est vrai qu'à France Travail, moi j'essaye aussi de développer une culture d'hygiène de vie, d'activité sportive, parce que je me suis quand même aperçu que depuis quelques années, on parlait beaucoup de sport en entreprise. Or, le sport en entreprise, il y a des agents qui ne sont pas du tout concernés par la notion de sport. Par contre, si on parle d'activité physique et de ce que ça peut amener et d'impact sur la santé, c'est un peu différent. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne en entreprise à utiliser les bons mots pour effectivement que les salariés se sentent investis et du coup s'engagent dans des actions de prévention. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on axe, en tout cas, c'est ce que j'essaie de porter au sein de France Travail, d'ouvrir en fait la discussion sur la notion santé au travail. Et du coup, je crois beaucoup au dialogue professionnel. On n'a pas encore vraiment abouti à France Travail. On est allé par le petit bout de la lorgnette sur un accord avec la mise en place d'espaces de discussion, mais plutôt horizontalement, on va dire, au sein des agences et moins verticalement. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on réinstalle ou qu'on installe le dialogue professionnel pour que la notion de santé, elle soit partagée. Et puis, pour l'incitation, je vois des choses qui commencent à bouger depuis quelques années à France Travail, notamment on a un accord d'intéressement. C'est depuis 2021. Et cet accord d'intéressement, bon, comme tout accord d'intéressement, le but c'est d'encourager, on va dire, l'effort collectif et associer beaucoup les agents dans la réalisation des missions de France Travail. Et jusqu'à présent, on avait des indicateurs qui étaient liés à l'activité de France Travail dans cet accord d'intéressement. Donc, il y avait notamment les indicateurs type ceux de la convention tripartite qu'on a mené avec l'État et l'UNEDIC sur la satisfaction des demandeurs d'emploi sur leur accompagnement, l'indemnisation, etc. Et puis, il y a un indicateur RSE qui est apparu il y a quelques années. Et cette année, on m'a demandé de réfléchir à un indicateur un peu nouveau, qui est un indicateur sur la sensibilisation aux engagements sociaux, je vais le dire un peu comme ça, avec des modules de formation. Et du coup, l'accord d'intéressement, non seulement il est fixé par agence, effectivement, avec une prime d'intéressement aux agences qui réussissent à atteindre des objectifs cibles qui leur ont été fixés côté opérationnel, mais aussi il est basé sur le suivi d'actions de formation, c'est-à-dire qu'on encourage les agents, pour avoir cette prime d'intéressement, à suivre un certain nombre de modules de formation. Et du coup, j'en ai proposé 3 de mémoire cette année sur l'accord d'intéressement. Il y avait un module sur le sommeil, un module sur le burn-out et la prévention de l'épuisement professionnel, et puis il y avait un module sur le handicap, la connaissance du handicap, etc. Donc, il y a des choses qui commencent à bouger et on voit que l'entreprise, y compris France Travail, dans l'accord d'intéressement, commence aussi à inciter les agents d'aller sur le champ de la prévention santé. Ah oui, c'est super. Et pour qu'on comprenne bien, et moi le premier, ça veut dire que si on veut pouvoir bénéficier d'un intéressement, il faut avoir fait ces modules. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un caractère. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais sur une agence, l'agence doit avoir atteint un certain nombre d'objectifs cibles fixés, mais plutôt côté opérationnel sur le suivi des demandeurs d'emploi et des entreprises. Mais les agents
doivent avoir suivi avec un certain nombre de pourcentages ces modules de formation. Donc, c'est plus de la performance sociale, là, du coup, c'est l'idée de performance sociale. Et du coup, on demande aux agents de choisir. Alors, il y a une dizaine de modules. Il n'y a pas que des modules santé, mais pourquoi pas demain avoir que des modules santé. Aujourd'hui, il y a aussi des modules sur les violences, mais en tout cas, sur la santé, il y a même un module santé mentale, parce que depuis quelques années, on a mis en place 3 formations pour les agents de France Travail. Un module de formation pour eux-mêmes, comment je prends soin de ma santé mentale. Un module de formation qui nous a été demandé effectivement par le réseau sur comment, en tant que conseiller, j'arrive à repérer les signaux faibles de difficultés liées à la santé mentale chez les demandeurs d'emploi que j'accompagne pour les orienter vers les bons acteurs. Et puis là, on est en train de finaliser une formation pour les managers. Et j'insiste pour les managers parce que l'idée de la formation des managers, c'était comment je repère les signaux faibles santé mentale, de difficultés chez mes agents. Sauf que j'ai dit non, on arrête tout de suite, c'est ça. Mais aussi, c'est comment moi, en tant que manager, je prends soin de ma propre santé mentale. Parce que régulièrement, sur les formations, les managers sont un peu oubliés globalement. Donc, j'ai vraiment insisté sur cette notion-là. Mais l'accord d'intéressement, du coup, me permet un bon début pour inciter les agents à aller sur le champ de la compétence santé. Très bien. Barbara. Oui, pardon, Hervé, ce sont des formations, c'est quel format, quelle durée? Alors, c'est des formations qui sont portées par un dispositif interne qui est l'Académie France Travail, donc qui est un portail de formation à destination des agents de France Travail et des membres du réseau pour l'emploi. Et du coup, c'est des modules que j'ai choisis. Alors, j'ai essayé d'être un peu malin parce que j'avais vu qu'effectivement, les années précédentes, il y avait des modules qui avaient été proposés qui étaient plutôt des modules type des webinaires à suivre, comme celui auquel on participe aujourd'hui. Je remercie encore le Cercle des vulnérabilités société de nous inviter à ce webinaire. Et du coup, c'était un webinaire qu'on pouvait mettre en route et en gros, après, on allait faire un peu autre chose. Donc, j'ai essayé là, dans les modules qu'on a proposés aux agents, des modules un peu plus interactifs, avec des quiz sur le sommeil, donc généralement j'essaie de ne pas faire trop long, enfin de choisir, donc ces modules à peu près de 20-30 minutes, on va dire, sur le sujet. En tout cas, pour que les agents aient une appétence pour suivre ces modules-là, je me suis dit, si je leur propose des modules en ligne de 3 heures, c'est clair que ça ne va pas être les modules qu'on va être choisis. Mais du coup, en commençant par petit à petit, je me dis que finalement, oui, ça bouge un peu. On a vu notamment alors c'était avant de mettre en place les modules santé, mais les modules sur les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, quand on a mis ce module en place, on s'est aperçu que 50% des agents de France Travail l'avaient suivi. Donc, c'est un bon moyen aussi, quelque part, d'acculturer sur des sujets importants, etc., les agents. En même temps, s'ils sont obligés pour avoir un intéressement… Non. Alors, c'est pas que ça. Non, mais… il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, ça fait partie… tu vois. Alors, mais là, c'était plus une boutade. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sujet, apparemment, qui pourrait en première intention apparaître peu concernant pour beaucoup de gens, finalement, c'est la moitié. Ouais. Et peut-être juste Thierry, oui, justement, parce que moi, en entendant cette question des modules, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas à creuser sur, je crois que c'est un sujet qui vous est cher, enfin en tout cas on l'avait évoqué quand on préparait ce webinaire, ce qui est celui des certifications, en fait. Est-ce que ça peut être un outil oui. intéressant? Je peux juste faire une toute petite remarque sur de quoi l'entreprise est responsable et jusqu'où. De tout, vous n'avez pas dit à chaque fois la même chose, parce que si on dit de la santé au travail, de tout, de la santé en général, il y a une certaine doctrine managériale qui pourrait dire de rien, c'est-à-dire qu'en gros, vous laissez vos problèmes à l'entrée de l'entreprise et vous venez travailler. C'est pour ça que c'est si compliqué de le traiter, et c'est si difficile de le périmétrer, parce que finalement, le Code du travail, il dit déjà plein de choses sur la santé au travail. Il ne dit rien sur la santé en général. Et c'est ça qui reste à inventer. Bon, mais pour la question de l'assertif, je reviens, pardon. C'est un sujet majeur, la certification, parce que la certification, c'est d'abord une méthode. C'est-à-dire qu'on part d'un référentiel d'activité, on parle ensuite d'un référentiel de compétences, d'un référentiel de formation, pour arriver vers un référentiel de certification, qui dit un niveau de maîtrise de compétences de quelque chose. Et c'est l'ensemble qui compte dans le process de certification. Il a une vertu, c'est que dans tout ce que vous évoquiez dans votre note,
qui concernent la promotion, qui concernent la rémunération, qui concernent un certain nombre de choses. La certification, elle a le mérite de pouvoir s'insérer dans des classifications qui disent ou qui ne disent pas leur nom d'ailleurs, mais ça peut s'insérer dans ce genre de choses. Le deuxième intérêt de la certification, c'est que il peut à la fois certifier une compétence comme il peut certifier une habilité. Et vous savez qu'il existe beaucoup d'habilités aujourd'hui qui sont inscrites non pas au répertoire national des certifications, mais au répertoire spécifique. Et c'est pour moi quelque chose qui ouvre une marge de manœuvre pour mettre des modules dans des programmes préexistants déjà. C'est une remarque que je me faisais en vous écoutant depuis le début. Le sujet de la santé et de la prévention, c'est pour moi un sujet qui mériterait d'être encapsulé plutôt que de traiter comme une couche supplémentaire, parce que ce qu'on risque d'avoir à un moment donné, c'est une espèce de ras-le-bol général sur on en rajoute une couche sur la responsabilité de l'entreprise, même si on appelle ça sa responsabilité sociale. Et en préparant avec Barbara, on évoquait même la surcouche pour les managers, quand on dit que maintenant il faut que vous preniez soin aussi de la santé de vos collaborateurs, on ne va pas y arriver. Donc ça a le mérite de cadrer le sujet. Et le dernier gros sujet, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où il y a une certification, il y a aussi une reconnaissance institutionnelle du fait que c'est une compétence et non pas une qualification. Et je pense que quand on est dans la qualification, on peut être dans la revendication individuelle de « mais je suis qualifié sur ce sujet », alors que quand on est dans la certification, on peut revendiquer une reconnaissance collective de ce qu'on sait faire. Et ça, pour moi, c'est un passage obligé sur ces sujets-là. Voyez-vous, sur la lutte contre les violences dans le cinéma, on a certifié 10 000 personnes aujourd'hui, en 9 mois. C'est incroyable. Mais parce qu'ils en ont fait quasiment un permis de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus travailler sur un film si vous n'avez pas suivi la formation. On a même la conditionnalité des aides sur ces sujets-là. Mais pour ça, il fallait qu'on puisse avoir un élément objectif qui permet de dire que la formation a été faite, et pas seulement un acte de présence, mais un acte d'avoir participé activement à la formation, et pas comme une obligation, comme les mêmes elles le seraient. Et donc ça, pour moi, la certification, elle pose aussi des jalons dans finalement ce qu'on attend aussi de chacun d'entre nous. C'est ça, et qui, si je comprends bien, règle d'une certaine façon la question du périmètre, non pas celui de l'entreprise, mais du périmètre de la compétence c'est ça. santé. C'est sûr, oui. C'est sûr. Voilà. Parce que c'est insoluble l'histoire du périmètre de l'entreprise. Oui. Alors que la compétence santé, là, on peut avoir des arbitrages plus intéressants. Alors, je vois qu'il nous reste 8 minutes. Édouard me dit que nous n'avons pas de questions, mais n'hésitez pas. Nous sommes tout disposés à y répondre, mais peut-être juste dans les quelques minutes qui nous restent, si on essaie de se placer à un horizon de 5-10 ans, enfin on se dit en 2030, et en vous écoutant les uns et les autres, je me dis c'est très bien, on a vu qu'il y avait un enjeu, on voit qu'il y a un certain nombre de difficultés ou de moyens qui peuvent être mis en place. Si on essaie de se projeter sur un horizon à 5-10 ans, qu'est-ce que ça peut produire, le fait de pouvoir faire de la compétence, de la prévention en santé une compétence. Voilà. On aboutit à quel type d'organisation, d'entreprise, voilà. Vous, qu'est-ce que vous pourriez en attendre? Peut-être chacun. Et Hervé, peut-être pour débuter. Large question. La question est très large. Mais... Ouais, je dirais que ce qu'on pourrait en attendre, en tout cas, si je regarde le France Travail, ça serait aussi de pouvoir permettre à des agents un déroulement de carrière sans forcément aller vers des postes de management. C'est vrai qu'à France Travail, je disais 55 000, il y a 6 000 managers. Forcément, tout le monde ne peut pas être manager, et tant mieux. Je veux dire, c'est pas forcément dans les compétences ni dans les envies de chacun. Alors aujourd'hui, je me dis, on pourrait peut-être permettre, y compris dans le référentiel métier, d'avoir des acteurs
prévention santé. Alors, il y a IPRP qui existe déjà, mais on pourra avoir des postes un peu plus spécifiques. Juste un tout petit exemple. Dans une région, on essaye d'installer un réseau alors c'est des capteurs santé ou des vigies santé au sein des agences, donc des personnes qui sont en capacité de repérer justement les signaux faibles de leurs collègues et de pouvoir ouvrir le dialogue avec eux et les orienter vers les bons interlocuteurs. Et je me dis pourquoi pas. Alors c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. On essaye déjà d'installer ce réseau de vigie, mais pourquoi pas effectivement pouvoir donner entre guillemets la possibilité à une personne de développer des compétences spécifiques et d'avoir sinon un emploi, une activité qui serait une partie de son activité, par exemple de conseil, dédiée à la prévention santé et de multiplier, entre guillemets, les acteurs avec lesquels on travaille. Bien évidemment, on ne remplacera pas la médecine du travail, on ne remplacera pas les assistantes sociales, c'est pas l'idée, hein, mais d'avoir une compétence et de permettre une évolution de carrière un peu différente que l'évolution de carrière classique qu'on imagine de passer, par exemple, de conseiller à responsable d'équipe ou directeur d'agence, qui concerne finalement peu de personnes. C'est un levier qui ouvre le champ des perspectives finalement ouais, c'est professionnelles. ça, je le vois, ouais, je le vois plutôt comme ça. Ouais. Et Barbara, peut-être? Oui, alors à 5 ans, non. Ce Ou à que 10, je me hein, dis si vous en vous préférez. écoutant aussi, c'est que, et je reprends l'exemple qui était donné de l'étude télétravail que vous donniez Hervé tout à l'heure, ce que je me dis, c'est qu'on a un vrai sujet d'isolement. Alors, c'est pas tout à fait la santé, isolement, je ne sais pas en quoi, voilà, quel est le lien, j'ai pas de connaissance. La santé peut isoler, hein. Enfin, l'isolement peut aussi avoir un impact sur la santé. Et on a, de mon point de vue, enfin, les principaux enjeux sociétaux, ils sont autour de la cohésion. Donc, voilà, on a un vrai sujet d'isolement, d'individualisation. Donc, peut-être que réussir à développer une compétence santé au sein de nos organisations, ça va aider la société parce que la pénurie en santé, elle est mondiale, quand même, il faut se le redire. Donc, c'est une belle ambition que sans doute, il va falloir démultiplier la compétence, donc trouver des leviers concrets pour le faire, donc ça c'est bien. J'entendais ce matin, ça peut être aussi, il y a aussi une question d'IA qui peut changer certaines façons d'aborder la question de la santé, donc ça j'ai pas la vision là-dessus, mais d'ici 5 ans il y aura certainement des choses qui sont arrivées, mais accepter qu'au sein d'une organisation la prévention santé soit une compétence stratégique, donc c'est de mon point de vue, si on réussit, on repasse, on commence, c'est un beau levier pour diminuer l'isolement, réenchanter aussi un peu une partie le travail, redonner quelque chose, une valeur positive au travail. Voilà, et donc bon, bah, ça, ce serait vraiment formidable. Je ne sais pas si j'ai été claire. Bref, en gros, collectif, proximité et professionnalisation. Bah, c'est plein d'espoir. Oui, non. Et donc Thierry, moi, j'ai un rêve, comme dirait une personne célèbre, c'est que dans 5 ans, on puisse voir figurer je vais me positionner en tant que chef d'entreprise et en tant que recruteur, on puisse voir figurer dans les CV cette compétence comme une compétence clé, au même titre que des compétences autour de l'IA ou de compétences autour du numérique, etc., etc. Et pour moi, qui regarde déjà ce côté gauche du CV, et pas seulement le diplôme, qui ont tous tendance à se ressembler, surtout quand ils sont fabriqués par de l'IA déjà. Du coup, je trouve que c'est un joli sujet de discussion dans un entretien de recrutement que d'évoquer avec la personne qu'on a en face de nous, finalement, sa conception de ce que c'est que la prévention santé. Parce qu'il y a un deuxième enjeu derrière tout ça, me semble-t-il, à l'heure où on se pose des questions sur ce que c'est que faire république ou faire société, c'est comment on fait entreprise aussi. Et comment on fait entreprise avec des gens vulnérables et des gens qui le sont moins. Et pour moi, derrière tout ça, si on ne traite pas ce sujet, toute la question du sens et de l'engagement au travail, on va passer à côté, c'est sûr. Et du coup, il y a autour de cette question-là une manière d'enrichir la promesse employeur de chacun. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Barbara, je vous ai vu. Non? Oui, j'avais juste merci beaucoup de m'avoir vu et de le capter. Je pensais à quelque chose. En France, on est en retard par rapport aux pays du Nord, notamment sur la formation de nos populations au premier secours et au premier secours en santé mentale.
Voilà, c'était juste, et ça n'a rien à voir avec la Croix-Rouge, parce que où que ce soit, l'essentiel, c'est, par contre, ma conviction, c'est que ça, pour faire société, pour faire entreprise, pour faire famille même, c'est très intéressant de commencer de le développer. Voilà, c'était juste une idée un peu en vous écoutant qui m'est arrivée. Ce qui suppose, si je peux me permettre, pour faire tout ça, de faire école. Et quand je dis faire école, c'est que ça pose la question justement de comment on travaille sur la transmission de cette compétence. Eh bien, merci beaucoup. Bah, écoutez, il est 18h, il est temps de couper l'antenne. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une antenne, mais en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire que vous pouvez retrouver la note dans son intégralité sur le site du Cercle, qui est le nom vulnérabilité-société.fr. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci beaucoup au Cercle et à tous.